Le changement climatique est aujourd'hui une réalité incontestable. Alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter, l'objectif est de contenir l'augmentation de la température moyenne du globe à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Même si cet objectif semble éloigné, c'est maintenant que cela se décide. C'est pourquoi le Conseil général a réalisé un plan climat-énergie départemental. Il faut impérativement agir maintenant et changer nos modes de vie, nos façons de produire et de consommer. Secteur par secteur, le département de la Somme démontre sa capacité à se mobiliser pour que collectivement nous relevions ce défi. Le climat dans la Somme, comme partout dans la région nord, a augmenté progressivement, j'allais dire de 0,6 à 0,7 degrés. Depuis plusieurs années, on voit une montée des températures qui se crée. C'est un gaz qui va bloquer l'émission de chaleur, le rayonnement infrarouge de la Terre en direction de l'espace, qui permet un refroidissement de la Terre. Mais s'il y a des gaz à effet de serre, ce rayonnement infrarouge est stoppé. Et à ce moment-là, la Terre se réchauffe. Et c'est ce qu'on assiste actuellement. D'où viennent ces gaz à effet de serre? Il y a d'abord la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est 60% des gaz à effet de serre. Donc vous voyez, ça, c'est pas l'homme qui l'invente. Mais après, vous avez donc le gaz carbonique. Et là, bien sûr, l'homme intervient grandement dans l'augmentation du gaz carbonique. En particulier, on estime que la valeur actuelle, on ne l'a pas vue depuis 650 000 ans, quand même. Donc vous voyez, il y a quand même une influence de l'homme qui est non négligeable. Il y a le méthane également. Alors, le méthane provient également donc des activités humaines, des activités agricoles. On a aussi les gaz fluocarbonés, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve dans les réfrigérants. Et là encore, c'est l'homme qui influe à ce niveau-là. Dans les années à venir, on s'attend en 2050 à des augmentations de température de l'ordre de 1,5 degré, 1,7 degré, et puis à un horizon plus loin, en 2080, on pourrait atteindre entre 2 et 3 degrés. Alors est-ce qu'on va continuer dans notre phase actuelle d'expansion? Est-ce qu'on va tenir un peu plus compte de l'environnement? C'est un des atouts majeurs du XXIe siècle et je pense que c'est même le sujet principal pour lequel on devrait s'inquiéter. Le réchauffement climatique, il est en marche. Même si demain on arrêtait toute émission, il continuerait forcément. C'est comme quand vous êtes en voiture, c'est parce que vous coupez le moteur que la voiture s'arrête. Il faut un certain temps. La durée de vie, par exemple, du gaz carbonique, c'est à peu près de l'ordre de 100 ans. Il va falloir aller un petit peu plus loin pour nos enfants. Les choix politiques sont déterminants pour l'avenir de nos territoires. L'aménagement, l'urbanisme, les transports sont autant de secteurs devant s'adapter au changement climatique. Alors, il est essentiel que les collectivités prennent leur part de responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique parce que ces choix de politique publique vont dessiner le territoire sur le long terme. Des choix d'infrastructure, des choix de réseaux de transport, des choix de construction de bâtiments ou de rénovation de bâtiments vont effectivement nécessiter des besoins et d'énergie. Et donc il est important que les collectivités prennent en considération ces critères de consommation d'énergie dans les choix de politique publique. Donc le Conseil général, engagé dans sa politique de développement durable et la mise en œuvre de son agenda 21, a élaboré, bien d'ailleurs avant que la réglementation ne l'y contraigne, son plan climat-énergie départemental, plan d'action qui vise donc à susciter sur l'ensemble du territoire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan d'action, forcément, s'inscrit d'abord sur le propre patrimoine de la collectivité. Donc, dans son fonctionnement interne, la collectivité va chercher à travailler toutes les pistes de sobriété énergétique possibles, réduction des dépenses d'énergie de chauffage des collèges, bâtiments administratifs, etc., plan de déplacement. Elle va travailler sur les projets routiers, de faire en sorte qu'ils minimisent au maximum l'impact carbone. Et elle va travailler aussi en direction des acteurs publics, des partenaires du territoire, privés et publics d'ailleurs, pour lesquels nous allons financer des interventions, des projets, à la condition que ces mêmes projets respectent un certain nombre de principes de performance énergétique. Je pense aux logements sociaux, je pense aux projets d'aménagement du territoire, je pense aux projets de développement économique et également à l'agriculture et au transport. Donc vraiment, tous les acteurs du territoire vont être concernés par cette démarche globale du plan climat-énergie départemental et se retrouvent d'ailleurs au sein du club climat qu'a mis en place cette année la collectivité pour fédérer les acteurs.
De nombreuses actions sont donc mises en œuvre par tous les acteurs samariens afin de faire de notre territoire un acteur exemplaire de la lutte contre le changement climatique. Ces actions ont d'abord pour objectif de protéger la population contre les effets du changement climatique, particulièrement visibles sur la côte picarde. Les conséquences du changement climatique sur le littoral, c'est l'élévation du niveau des mers, le trait de côte qui recule davantage, qui est encore plus fragilisé, érodé, les falaises qui s'écroulent, le cordon de galets qui est plus vulnérable. Et donc face à ça, il y a deux solutions. Renforcer, continuer la politique actuelle d'installation d'épis. 24 vont être installés en plus des 80, pour protéger les zones urbaines, comme Cailleux. Là où il n'y a pas de zone urbanisée, poser la question du retour de la mer, ce qui serait éventuellement, l'étude le dira, plus économique, plus intéressant d'un point de vue écologique, plus intéressant en termes de perspectives de développement, et puis surtout parce que nous sommes à Cailleux, sur une zone de bas champ, d'altitude inférieure à la hauteur de la mer à marée haute. Donc naturellement fragile et vulnérable. Si la mer revient, elle va ramener des sédiments, 2 fois par 24 heures à marée haute. Les sédiments vont s'accumuler, ce qui fera une zone de protection, une végétation des milieux salés se développant, qui pourra freiner les vagues. La question du retour de la mer se pose sur les zones basses. Sur les zones hautes, comme les falaises, il y a une nouvelle politique qui consiste, pour l'ensemble du littoral d'ailleurs, à la possibilité de relocalisation des activités et des biens, ce qui signifie accepter le recul maîtrisé pour remettre des habitations, des activités plus en arrière. Et Ault, dans la Somme, est l'un des 5 sites en France à avoir été retenu au niveau national par le ministère pour une initiative de recul maîtrisé, parce que les falaises de craie sont très friables et il y a un risque à moyen et long terme qu'un certain nombre de maisons s'écroulent. Et pour anticiper ce risque, eh bien, il y a un projet de relocalisation des biens et des personnes à Ault. L'agriculture, représentant près des 3/4 de la surface du département, est également un acteur majeur de ces défis climatiques. Agriculture raisonnée ou biologique, production d'énergie renouvelable, les agriculteurs font évoluer leurs pratiques pour réduire leur empreinte carbone. Dans un premier temps, le Conseil général aide la Chambre d'agriculture pour le conseil des agriculteurs sur le terrain. On les conseille sur 2 volets principaux, les économies d'énergie à la ferme ou la production d'énergie renouvelable à la ferme. En termes d'économie d'énergie, étant donné qu'on a beaucoup de producteurs de pommes de terre, on a également beaucoup de frigos, beaucoup de bâtiments frigorifiques. Et les bâtiments frigorifiques qui sont mal isolés, c'est de l'énergie qui part aux oiseaux. Et donc on essaye d'éviter ça au maximum. On a isolé ces 5 dernières années environ 80 bâtiments en pommes de terre. Sur la production d'énergie renouvelable, les agriculteurs samariens sont particulièrement actifs sur le sujet. On compte environ 50 000 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits agricoles, ce qui représente sur les 5 dernières années environ 15 millions d'euros d'investissement. On a aussi des projets de méthanisation. La méthanisation consiste à la fermentation de matières organiques. Cette fermentation permet de produire de l'électricité et de la chaleur, renouvelable évidemment. On a une douzaine de projets sur le département qui représenteraient 52 millions d'euros investis par les agriculteurs. Donc on va de plus en plus vite. Il reste beaucoup de choses à faire. On est déjà engagé et on continue à s'engager. Alors qu'un tiers de tout ce qui est aujourd'hui produit finit dans nos poubelles, il est nécessaire de réduire le gaspillage alimentaire. Les cantines des collèges du département passent elles aussi à l'action. Le principe du circuit court, c'est de pouvoir utiliser des produits juste à côté et de faire travailler un petit primeur, un petit producteur de légumes, sans obliger de passer par une grande centrale finalement qui n'a aucune relation avec nous. Là, ça me permet de voir aussi avec le producteur quel type de légumes il va avoir à disposition et de pouvoir le travailler
moi je suis demandeur de tel type de produits et lui va pouvoir se les produire pour qu'on puisse les travailler. Aujourd'hui, nous avons travaillé les tomates farcies, produites des tomates qui viennent juste d'à côté de chez nous à 10 km. Déjà, point de vue écologie, le transport, donc juste à côté, et le prix du coût, puisque là il n'y a plus d'intermédiaire, donc c'est un prix qui est quand même beaucoup moins fort que ce qu'on pouvait utiliser avant. Et puis de produits de qualité quand même, que de travailler des tomates qui viennent de Hollande ou bien de pouvoir travailler la tomate qui vient de juste à côté de chez nous, c'est quand même autre chose. C'est une chance pour nous, en tant que professionnels, de pouvoir justement passer le pas et de pouvoir travailler sur le gaspillage alimentaire, sur les circuits courts. D'autres professionnels le font déjà dans le département. C'est pas sur notre façon de faire, c'est une nouvelle méthode de travail. Le cuisinier saura faire, il sait faire, il a été formé pour ça, mais c'est une autre façon de voir les choses. On travaille parfois sur une facilité, en travaillant avec des produits en circuit court, ça nous oblige aussi à refaire de la cuisine, par exemple de la vraie purée. On n'en voit plus beaucoup, on pouvait travailler de la purée mousseline en purée flocon. Mais maintenant on travaille de la vraie purée, c'est quand même valorisant pour le professionnel et le côté un élève qui puisse manger une vraie purée. Habitant dans le canton, on a tendance à rencontrer les parents, les enfants on les connaît. Et c'est les parents qui nous disent tiens, mon fils m'a dit que tu avais fait ça, salade bar, c'était bien, ils sont tous contents, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Donc ça, si les enfants le disent aux parents, c'est qu'ils sont plutôt ravis. C'est mieux que d'entendre il ne veut pas manger, il dit qu'à la cantine c'est pas bon. Même si parfois on travaille des produits frais, on essaie de faire le mieux, on n'a pas forcément le résultat qu'on escompte au début, quoi. On se dit tiens, on va faire ça, et le résultat n'est pas bon. Donc là, ils prennent vraiment ce qu'ils veulent, et ça c'est bien. La restauration du collège, c'est exactement comme à la maison. Le maman fait un pot-au-feu le dimanche, il reste des légumes, il reste de la viande, on va le manger le lendemain, on ne veut pas le perdre, et le collège ça fonctionne comme ça. C'est une grande famille finalement. Et le cuisinier va produire, il ne veut pas perdre, on va le repasser le lendemain parce que ça fait partie de la vie de la communauté. Une chose est certaine, il est important de mobiliser l'ensemble des acteurs et de développer une solidarité intergénérationnelle. Il va donc falloir engager de nouvelles actions pour protéger les personnes les plus fragiles. Dans le département de la Somme, le réchauffement climatique a été une priorité qui a été prise en charge par le Conseil général. Et évidemment, ça ne concerne pas que les personnes âgées, mais pour les personnes âgées, je dirais qu'il y a eu un révélateur qui n'est pas propre au département, mais à l'ensemble de la France, qui a été la canicule de 2003. Alors, les maisons de retraite ont eu à mettre en place, après cette période difficile, je dirais des moyens de rafraîchissement dans tous les établissements, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une ou deux salles où les personnes âgées pouvaient se regrouper pour être dans des températures plus clémentes. La deuxième chose, ça a été aussi d'être beaucoup plus attentif à l'alimentation, mais surtout au fait que les personnes boivent régulièrement, puisque chacun sait, et ça s'est révélé fortement à cette époque, que lorsqu'on avance en âge, comme d'ailleurs lorsqu'on est tout petit, enfant, jeune enfant, le besoin de boire n'apparaît pas toujours et qu'il faut donc être attentif. Cette solidarité doit aller au-delà de la seule dimension sociale pour s'exprimer aussi à travers la conception des bâtiments. Il est possible par des actions simples de réaliser des économies d'énergie et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, au niveau du chauffage, nous fonctionnons avec une chaudière fuel. Nous envisageons de faire installer une chaudière à bois parce que c'est vrai qu'on a des hivers très longs. Avec des personnes âgées, il faut chauffer constamment et beaucoup. Et on a des factures assez importantes au niveau du fioul, donc on essaye de pallier à ce problème en mettant en place une chaudière à bois qui nous permettrait également de faire des efforts au niveau de l'environnement. Changer une chaudière au fioul par une chaudière au bois n'est pas si anodin. Les ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz ou le charbon devenant de moins en moins abondantes, le prix des énergies augmente. Les ménages en subissent directement les conséquences. Lorsque plus de 10% des revenus d'un ménage sont consacrés aux dépenses d'énergie, il est alors considéré comme en situation de précarité énergétique. Lancé en 2011, le programme Habiter mieux a permis la rénovation de milliers de logements dans la Somme. Auparavant, il y avait des programmes d'amélioration de l'habitat, mais qui n'avaient pas vocation spécifiquement à traiter la précarité énergétique. La spécificité du programme qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est que vraiment on va chercher au travers d'un programme de travaux à diminuer la consommation énergétique des occupants des logements. Je pense que les factures de gaz vont baisser l'année prochaine.
Il faudrait que ça baisse au moins d'après la dame et de la page, 30% à peu près. Ça serait pas mal. Déplacement propre, recyclage, économie d'énergie ou agriculture raisonnée, chacun peut agir individuellement. Mais c'est bien ensemble que nous pourrons faire face localement à cet enjeu global qu'est le changement climatique. Pour conclure ce film, en quelque sorte, j'aime bien faire le parallèle entre un orchestre. Nous avons une partition, on l'a écrit ensemble avec l'ensemble des acteurs. Ça s'appelle le plan climat territorial qui nous donne la marche à suivre pour mieux accepter et mieux envisager l'avenir. Et puis là, on a besoin de tous les instruments qui sont là pour jouer la partition. Et dans cette partition, on a vraiment besoin de tous les acteurs, tous les instruments. Donc de l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire les bâtiments, les déplacements, l'économique, le social et solidaire, et aussi de tout type de structures ou autres, c'est-à-dire les collectivités, les associations, et que chacun se regroupe pour que demain, on ait un avenir durable dans lequel on s'est engagé collectivement. Et je crois que c'est vraiment le collectif qui demain va faire que dans ce département, on arrivera à vivre effectivement en harmonie et à pouvoir envisager l'avenir avec une certaine sérénité, effectivement.